Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 48 de l'ALAM, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Avant d'attaquer le mois de mars, qui, vous le savez, est un événement très particulier sur l'ALAM, car il signe l'anniversaire et là les 2 ans du projet. Et du coup, il va y avoir 4 épisodes durant le mois de mars. Donc voilà, gros événement. Avant ça, je voulais avoir un petit moment avec vous pour pouvoir répondre à vos questions et discuter ensemble de où on en est après 2 ans de podcast. C'est énorme, je me rends pas compte. Et du coup, je vous ai proposé sur le compte Instagram de me poser des questions. Et voilà, cet épisode est consacré à la FAQ et je vais y répondre tout de suite. J'en profite pour faire la promo du compte Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur @lalampodcast. Sur Instagram notamment parce que c'est là où j'ai le plus d'interactions avec vous. Et puis n'hésitez pas aussi à soutenir le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. C'est comme ça que le podcast pourra continuer à survivre en étant partagé, en étant suivi. Merci à vous pour celles et ceux qui l'ont déjà fait ou qui le feront. Moi je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour! Alors, c'est la première fois que je fais une FAQ, c'est assez rigolo. Je vais essayer de faire ça de façon méthodique, en prenant d'abord les questions que vous avez posées plus sur moi et mon travail de photographe, et en finissant sur le podcast. Il n'y a pas eu énormément de questions, honnêtement, donc ça va aller assez vite. Merci à celles qui ont participé à la FAQ. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est assez compliqué de trouver comment interagir, je trouve, sur les réseaux. J'ai l'impression que quels que soient mes comptes, c'est-à-dire soit les assos dans lesquels j'ai été, ou mon compte Instagram pro à moi, ou le compte du podcast, j'ai eu de grosses baisses d'engagement en vrai. Avant, j'ai l'impression que c'était beaucoup plus régulier qu'on échange sur les réseaux, notamment en commentaire, en partageant ou en répondant en fait aux posts. Et je pense que les configurations d'Instagram déjà ont beaucoup changé et ça fait que on a moins en fait les posts sous les yeux et en plus on a aussi peut-être moins le temps et l'énergie et la concentration de vouloir répondre et prendre le temps de le faire et répondre longuement. Et je pense aussi bien sûr que j'ai des choses à remettre en question dans ma com pour vous donner plus envie de participer aussi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué que c'est de plus en plus compliqué en fait d'avoir de l'engagement sur ces posts et des personnes qui répondent et qui participent au débat, etc. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si jamais vous avez des retours en tant qu'auditorice régulier. En tant qu'auditorice du podcast, n'hésitez vraiment pas. Ça m'aiderait beaucoup parce que j'aimerais savoir ce qui vous donne envie, ce qui vous convient le mieux pour pouvoir échanger avec vous au maximum, vous laisser l'espace de pouvoir parler de vos conditions de travail, de votre avis sur les choses, tout en vous forçant pas la main, parce que c'est pas du tout le but, bien sûr. Est-ce que vous avez envie d'échanger ou est-ce que vous préférez plutôt juste lire et regarder ? Moi, je me sentais un peu mal de juste parler au podcast et en plus sur les réseaux, pareil, juste parler et donner mon avis à moi. Je trouvais ça intéressant de trouver des posts qui font que vous pouvez également donner le vôtre, etc. Mais c'est vrai que je le sais depuis longtemps, mais ça marche moyennement, voire pas. Et du coup, je me demandais ce que vous en pensiez. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce sujet. Et puis, nous pouvons tout de suite passer aux questions. Je vais essayer de le faire de façon un peu chronologique, mais il y a Maëva qui me demande quel est ton parcours artistique depuis l'enfance ? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui adoraient lire et qui, du coup, quand on était petite avec ma sœur, nous lisaient beaucoup d'histoires avant de dormir. C'est vraiment les premières attaches dont je me souviens quand j'étais plus jeune de ce qui m'a donné envie en fait de lire des histoires et puis d'en raconter, parce que voilà, la première chose, je pense, à laquelle je me suis mise vraiment sérieusement, c'était l'écriture.
quand j'ai appris à écrire en fait, donc je sais plus vers quel âge, mais je crois qu'on apprend à écrire entre 6 et 8 ans, un truc comme ça. J'ai commencé très très tôt à écrire des histoires. Donc c'était vraiment claqué au sol, hein, on va pas se mentir. J'écrivais des histoires sur mon chat, sur des choses qui se passaient dans ma maison. Je faisais des plagiats de ce que je voyais sur Disney Channel, c'était un enfer. Mais j'écrivais des histoires et beaucoup beaucoup. Je pouvais y passer des journées entières à tel point que j'ai continué en fait jusqu'à toute mon adolescence et beaucoup moins depuis que je travaille en fait parce que j'ai vraiment plus le temps de m'y mettre. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi et à tel point que j'ai écrit des pièces de théâtre, des romans, des histoires. Alors là, ça paraît énorme, mais encore une fois, c'est des romans écrits par une enfant ou une ado de 13-14 ans, donc vraiment, ça ne casse pas trois pieds à un canard et je ne suis pas trois pattes à un canard, pardon. Enfin, j'étais vraiment pas très douée, quoi. Enfin, je savais écrire, mais je pourrais pas en faire quoi que ce soit aujourd'hui et c'est pas grave, c'était vraiment pas le but. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, mon grand rêve, ça a toujours été d'écrire d'écrire des romans et un jour peut-être d'être publié, etc. Je lâche pas ça, mais j'ai vraiment plus le temps et l'énergie de m'y mettre. Mais du coup, en ce moment, j'essaie de me caler des petits créneaux où je peux écrire pendant 1 heure et ça me fait vraiment le plus grand bien et je le fais vraiment juste pour moi et ça me va très bien. Voilà, je pense que l'entreprise a tué ma créativité pas mal parce que j'ai plus le temps de prendre le temps et donc ça me fait du bien de prendre le temps quand je peux. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi eu le gros privilège du coup d'avoir les parents qui avaient les moyens de m'acheter aussi des choses pour faire, comment dire, de l'art avec ses mains, quoi. Donc, j'ai eu l'accès à de la peinture, à des crayons de couleur, à des feutres, à des pinceaux, à tout ce que vous voulez. Donc, tout ce qui est dessin, etc., j'ai aussi pas mal touché à un moment, plus dans mon adolescence. Mais voilà, ça me détend et j'adore ça. Mais je pense que c'est moins une passion pour moi que l'écriture. Même si en vrai, la peinture, j'adore ça, mais je suis moins forte et voilà. Mais voilà, c'est vrai, beaucoup peint pendant mon adolescence. J'ai adoré aussi faire des petites BD. Alors pour le coup, là, c'était à l'aquarelle et au feutre. C'était vraiment mal dessiné et je m'en foutais parce que le but, c'était vraiment de raconter des histoires pour mes potes et les faire rire. Donc pour le coup, il n'y a aucune proportion. Mes personnages sont horribles et c'est même pas beau dans un autre sens. C'est vraiment juste moche. Mais je m'en foutais. Je voulais juste écrire des BD sur ce qui nous arrivait pendant les occupes de la fac, pendant des périodes un peu particulières pour mes amis et moi. Je nous ai beaucoup dessiné et je crois que ça les a fait beaucoup rire et ça leur a fait du bien aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait pas mal marqué aussi. Sinon, depuis que je suis toute petite aussi, je fais beaucoup, beaucoup de cuisine. Et c'était mon premier rêve. Je voulais devenir cuisinière quand j'étais toute, toute petite. Mais je ne pouvais pas car, celles qui le savent, je suis très allergique à beaucoup de choses. Donc travailler dans des cuisines avec des cacahuètes autour de moi, c'était pas possible en fait. Mais je trouve que c'est très artistique la cuisine aussi et je le fais un peu comme l'art. Je le fais avec aucune technique, mais beaucoup d'envie et de passion. Et du coup, ça finit par fonctionner. Voilà, si jamais, d'ailleurs, petit message, vous n'êtes pas obligé d'être pro en technique pour être pro en art. Voilà, moi c'est vraiment ma théorie et ma thèse en tout cas. Je le crois parce que c'est ce que je fais. Je suis pas du tout une passionnée de technique. Moi j'utilise la technique et j'apprends la technique quand j'en ai vraiment besoin et que je n'ai pas le choix pour faire le minimum bien les choses quoi. Mais sinon je bricole beaucoup et j'apprends beaucoup de moi-même et j'adore cette façon-là d'apprendre. Plus que lire ou étudier pendant des heures de la technique et de la théorie sur la technique, même si je sais que c'est très important et je trouve que les gens qui étudient ça, par exemple, sont vraiment admirables. Moi, je sais que je peux pas, ça m'ennuie beaucoup trop et j'arrive pas à me concentrer à m'y mettre. Donc voilà, moi je suis vraiment partisane de faire et de tenter et d'essayer des choses. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec tous les, tous les arts que j'ai pas pratiqués dans ma vie. J'ai fait aussi un peu de guitare pendant quelques temps. J'ai fait aussi beaucoup de couture à un moment. J'offrais des trousses à mes potes pour les fêtes. Je répare beaucoup des vêtements d'amis qui ne savent pas faire ça tout seuls. Mais voilà, la couture, ça venait de ma grand-mère pas mal. Donc j'ai appris aussi à coudre
Pareil avec une machine à coudre, le minimum syndical, mais voilà, je sais faire des choses quoi avec. Et du coup, peut-être que vous allez vous dire, mais où est la photo, où est la vidéo dans tout ça? Eh bien, c'est venu bien après. En gros, j'étais au collège quand j'ai eu envie de faire de la photo et de la vidéo. Mon père a pas mal d'appareils photo. En gros, mon père avait fait les beaux-arts quand il était plus jeune et ça n'est pas du tout resté. Ensuite, il avait un travail de bureau, rien à voir. Mais du coup, c'est vrai que je pense qu'il a une certaine sensibilité pour ça et que, ça nous a touchés avec ma sœur parce que la preuve, on est toutes les deux photographes. Donc à un moment, c'est que ça a fait son petit bonhomme de chemin. En gros, du coup, mon père ne redessine pas depuis très longtemps. Mais par contre, il crée de l'art en photo. Et le grand truc avec mon père, c'était surtout de faire en fait de la rando. Et il prend tout le temps son appareil photo en rando. Alors c'est hilarant parce que je vais très mal parler de mon père. Il utilise son appareil photo d'une façon assez particulière. C'est qu'il il n'enlève jamais les photos de ses cartes SD. Voilà, ses photos restent toute la vie sur ses cartes SD. Et quand il n'a plus de place, il en achète une autre. Ou alors il les met sur son ordi, mais il les ouvre jamais et il les traite jamais. Enfin, c'est un enfer. Du coup, voilà. Mais par contre, juste avoir la vision, je pense, de mon père qui fait des photos devant moi, ça a suffi pour me donner envie de faire pareil. Et j'avais demandé un appareil photo à mes 14 ans, je crois. J'étais assez jeune et j'ai commencé à faire de la photo de mon côté. J'ai voulu faire un bac photo, mes parents n'ont pas voulu. Du coup, j'ai fait un bac ES général et ensuite j'ai voulu faire un BTS audiovisuel, mais je n'ai été prise nulle part. C'est pour ça que mes études ont toujours été une catastrophe. Car on m'a forcée en gros à aller à la fac de théâtre, ce que je ne voulais pas faire, et du coup j'ai décroché instant et j'ai été beaucoup plus militante à la fac que élève à la fac. Comment du coup j'ai transformé des photos de rando en travail de photographe, c'est que quand j'ai eu mon appareil photo, j'ai beaucoup fait de photographie artistique avec ma meilleure amie. On a commencé à faire du portrait artistique énormément toutes les deux. On se prenait nous deux en photo parce qu'elle était aussi photographe. On a commencé à étendre ça, à prendre en photo nos amis, prendre plein de choses autour de nous. Donc moi, les choses que je prenais le plus en photo, c'était des portraits artistiques et des manifs. J'ai voulu transformer ça en faisant du cinéma parce que j'étais déjà à fond politique et du coup j'ai toujours rêvé de réaliser des docu-fictions, d'implémenter de l'esthétique et de la beauté dans le documentaire. C'est toujours quelque chose qui m'a donné envie. Mais c'est vrai que c'est un milieu hyper bouché et surtout quand vous n'avez pas d'études qui vous donnent du réseau. Et moi du coup ça a été la cata à ce moment-là et je me suis dit mais comment rattraper le réseau et les contacts pour pouvoir faire ce métier si j'ai pas eu l'accès aux études qu'il me fallait. Et du coup, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin en asso, notamment à Metec Prod à Saint-Denis, parce que je viens de Saint-Denis. Là où il y a le Stade de France. Et Metec Prod, en fait, c'est une asso de musique, tout simplement, d'événementiel musical à la base. Et pendant le Covid, on a fait beaucoup de vidéos parce que il n'y avait pas trop le choix et c'était vraiment hyper formateur pour moi. Donc voilà, j'ai fait de la photo et de la vidéo de musique beaucoup. C'est là que ça m'a donné l'idée aussi de faire de la photo de concert parce que j'adorais ça. Et du coup, en grandissant, tout ça a fait un micmac de, en fait, j'ai envie de créer de l'image politique et de l'image esthétique parce que j'adore l'esthétique aussi et raconter des histoires et de la fiction, donc j'ai envie de faire un peu les deux, mais pour rentrer en fait dans le système audiovisuel français, il va falloir que je le prenne par un bout. Et moi j'étais beaucoup plus professionnelle en photo parce que j'avais énormément d'expérience dedans, même si j'avais jamais étudié ça. J'avais vraiment beaucoup pratiqué, en fait j'en fais depuis que j'ai 14 ans, donc là ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je lancerais pas mon auto-entreprise en tant que photographe ? Et du coup, le docu, c'est toujours un rêve qui, je l'espère, se transformera quand je serai plus stable dans mon entreprise de photo. Et je continue aussi à faire de la vidéo. Et en ce moment, je me penche pas mal sur le fait de commencer à faire du clip parce que c'est quelque chose que j'adore et qui mélange un peu tout ça. Ça peut être de très beaux tableaux artistiques, un peu comme des setups de shooting, mais en vidéo, en images. Et voilà, j'essaye d'apprendre doucement et de faire mon petit bonhomme de chemin là-dedans.
mais ce serait un petit peu une façon pour moi de réunir toutes mes passions. Et puis l'idée d'écrire du scénar, du roman, potentiellement du théâtre un jour, vu que j'en ai fait aussi à côté, ça ne me déplairait pas, parce que j'ai fait de l'impro en théâtre aussi. Enfin voilà, cette explication était très longue et très déconstruite, mais c'est exactement comment fonctionne mon cerveau. Donc bienvenue chez moi. Il y a Chloé qui me demande comment est-ce que tu définis ton style en photo. Eh bien, je le définis assez bien maintenant et j'en suis contente parce que je pense que je me suis beaucoup cherchée pendant un temps et c'est une question qui est très difficile au début pour beaucoup de gens et pour moi, vraiment, c'était très compliqué de savoir en fait ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, etc. Mais je dirais aujourd'hui que mon style de photo, c'est un style que j'aimerais de plus en plus en tout cas, être coloré, surréaliste et complètement kitsch. Voilà. Et engagé, bien sûr. Mais c'est un peu bizarre de dire je suis engagée, voilà. Mais en tout cas, politique et militant, voilà. Politique, peut-être militant, enfin voilà. J'ai envie de parler de lutte aussi et de regard sur le monde à travers mes photos. Et voilà, donc je le décrirais comme ça. Et d'où est-ce que ça me vient tout ça ? L'attache au kitsch et au disco, aux paillettes, aux couleurs, au too much, je l'ai beaucoup eu en fait avec ma meilleure amie justement, dont je parlais juste avant, avec qui j'ai vraiment fait grandir mon œil artistique à mon adolescence, avec qui, et du coup là c'est complètement son influence à elle, c'est elle qui portait énormément de couleurs, de paillettes, et qui venait toujours avec des froufrous, des trucs, enfin laisse tomber. Et du coup, ça a beaucoup influé sur mon style plus tard. Et ensuite, le surréaliste, c'est vraiment ce que j'aime dans l'art. C'est, je pense, à chaque fois, les expos qui m'ont le plus marqué, c'est les films qui m'ont le plus marqué. C'est vraiment, en fait, prendre... Pour moi, le surréalisme, alors j'ai pas la définition sur les yeux, donc vous allez voir que ça va être très rigolo. Je vais le définir moi-même et très mal. Mais moi, ce que j'aime dans le surréalisme, c'est le fait c'est le détournement, en fait. Le détournement d'objets, le détournement de situations, le fait de... La métaphore, l'image aussi, je trouve que ça parle vraiment de ça. Et le fait de prendre des éléments qui sont pas censés être là, et les grossir et les accentuer, tout ça pour recréer en fait un message qu'on voudrait donner, qu'on voudrait passer. Et voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout si elle se définit ainsi, mais j'ai un coup de cœur là en ce moment pour les peintures d'une peintre que je vais vous dire tout de suite. Je retrouve juste son Instagram. Il s'agit de Madeleine Amblard. Alors en gros, c'est une artiste peintre qui a notamment une série qui s'appelle Les Mausiarfs. Et les Mausiarfs, c'est des sortes d'humanoïdes un peu bizarres et à la peau toute bleue qui sont dans des situations un peu what the fuck à chaque fois. Et en fait, je trouve ça tellement beau. Je vous mettrai son lien en description. Je sais pas comment dire. Vous savez quand vous avez des coups de cœur artistiques où vous avez l'impression que vraiment c'est ça. Et ben moi j'ai l'impression que c'est ça. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'on a extrait mes bizarretés de mon cerveau et qu'on les a mises en peinture et ça me touche beaucoup et ça me parle beaucoup. Et moi dès que je les vois cette série, je me sens un peu à la maison, je sais pas comment dire. Donc voilà, je vous la mettrai en description. Et d'ailleurs Madeleine parle beaucoup d'absurde et c'est exactement ça moi qui me parle aussi dans l'art. C'est l'absurde et ouais, ce genre de choses. Je sais pas si j'ai été claire, mais je dirais, voilà, surréaliste, kitsch et politique engagée, quoi. Question suivante. Je vais prendre la question de Ilham. Et aussi, c'est une partie de la question d'une autre Maëva. La première partie de sa question est la même, donc je vais les regrouper. Et ensuite, je répondrai à la question de Maëva. Mais du coup, Ilham me demande si tu devais retenir une leçon de ces 2 années de podcast, quelle serait-elle ? Comment choisis-tu tes invités ? Et quelle place prend le podcast dans ton activité parmi tout ce que tu fais à côté ?
Donc je vais répondre un par un. Si je devais retenir une leçon de ces 2 années de podcast, c'est compliqué parce que retenir une leçon, c'est toujours difficile. Mais je pense que ça m'a permis de me prouver à moi-même que je pouvais tenir un projet sur le long terme. Parce que j'ai toujours eu l'impression de pas réussir à faire ça. Que j'étais vraiment la meuf qui allait lancer des trucs et jamais les terminer. Et du coup, ça m'a réconfortée un peu là-dessus, de me dire qu'en fait, j'étais capable de tenir un projet sur long terme et de aussi le faire évoluer avec moi, de le faire évoluer avec mes façons de penser. Les raisons pour lesquelles j'ai lancé le podcast sont pas exactement les mêmes que quand je l'ai lancé, parce que j'ai 2 ans de plus et j'ai vécu des choses entre-temps et j'ai différentes façons de voir les choses. Et c'est aussi apprendre... Alors là, du coup, c'est très égoïste, je parle uniquement de moi, mais la leçon aussi, c'est d'apprendre à être plus sympa avec soi-même. Je trouve que le podcast, ça te force un peu à ça, parce que quand tu fais un podcast tout seul, tu vas être confronté au fait de déjà parler, te sentir légitime à parler sur des sujets, à t'exposer à des gens que tu connais pas, et du coup devoir assumer cette parole devant des gens que tu connais pas. Et aussi, ça t'expose à t'écouter quand tu montes le podcast et assumer, pareil, devant toi, ce que tu dis, la façon dont tu parles. Voilà, moi, à chaque fois que je sors d'un montage d'épisode, soit je suis en mode j'ai pas été claire, soit je suis en mode ah j'ai trop bégayé, soit je suis en mode ah j'ai une voix d'enfant, ou alors ah j'ai l'impression que je me la pète, ou alors ah j'ai l'impression que j'ai pas assez confiance en moi quand je parle. Enfin, je suis très dure avec moi-même et critique là-dessus, et du coup, c'est cool parce que ça me force à me confronter à ça. Et aujourd'hui, je le vis pas du tout pareil que le premier épisode. Enfin, le premier épisode, il dure 15 minutes. Je crois que j'ai pris au moins 1 heure à l'enregistrer. Alors aujourd'hui, j'enregistre encore pendant 1h30, mais à la fin, mon podcast, il fait genre 1h15. Et du coup, je coupe beaucoup moins, je suis beaucoup plus lâche et sympa avec moi-même. Enfin, lâche dans le sens, je me laisse tranquille, quoi. Et ça, c'est cool. Je trouve que ça apprend beaucoup sur toi-même. Enfin, ça te donne beaucoup de leçons sur toi-même et ça t'oblige un peu à être patient, ce que je ne suis clairement jamais, et à être sympa avec toi-même, ouais. Ensuite, tu me demandes aussi comment choisis-tu tes invités. Alors déjà, c'est très subjectif parce que je les choisis uniquement en fonction de ce que je connais moi, bien sûr. Même si je fais souvent des sondages en story de ah, est-ce que vous voudriez inviter quelqu'un, etc. Bah, par exemple, je connaissais pas du tout le travail de Mutin de Perde et c'est Chloé justement qui m'avait conseillé. Mais sinon, en soi, je connais juste les gens que je suis, les gens dont j'essaye de trouver... Voilà, j'essaye de faire du travail de recherche aussi sur les collectifs, assos, etc. qui existent, et notamment à Lyon. Mais sinon, je fais avec ce que je peux, avec ce que je connais. Mais du coup, je choisis les invités parce que c'est des gens qui sont dans la culture, bien sûr, et qui ont une vision engagée de leur travail, quelle qu'elle soit. Donc moi, je choisis soit des artistes, des assos, des syndicats et des collectifs, etc., des structures, mais qui me parlent aussi au niveau des valeurs, et ce qui est normal, je pense. J'irai jamais inviter un gars d'extrême droite sur le podcast, ça c'est clair. En gros, je pense que comme tout le monde, je le dis pas avec ces mots-là directement sur Insta, parce que comme je suis toute seule, je voyais moins d'intérêt à faire une charte, mais peut-être qu'il faudrait que je fasse une charte. Mais par exemple, avec les copains, on en a fait une, et pour moi, ce serait un peu la même sur le podcast. C'est que moi, j'ai des valeurs anticapitalistes, j'ai des valeurs féministes, antiracistes, LGBTQIA+, etc., etc. Et validiste et anti-validiste du coup. Enfin voilà, je pense que vous avez compris le tableau. Et je choisis aussi des invités qui, pour moi, font avancer les choses en fait sur ces questions-là dans la culture. Et du coup, je choisis des gens qui, d'après moi, ont un certain engagement. Alors ça peut être à titre individuel ou à titre collectif. Ça peut être subtilement en fait dans leur travail, juste parce que elles portent des messages dans leurs œuvres, par exemple, mais ça peut être aussi sur le terrain, parce que elles manifestent ou elles font des actions concrètes, etc. Ça peut être de plein de formes, parce que je pense qu'on a besoin de toutes les formes de militantisme pour faire avancer les choses. Mais voilà, moi j'ai envie de aussi mettre en lumière des personnes qu'on met beaucoup moins en plus dans la culture, parce que voilà, la culture c'est un milieu blanc et bourgeois, honnêtement, hein, enfin, c'est vrai, et masculin, beaucoup aussi.
Et moi, j'ai aussi envie de dire, en fait, il n'y a pas que des mecs blancs dans la culture et il n'y a pas que des idées réactionnaires dans la culture. La culture, pour moi, c'est aussi vecteur de lutte et de grands changements. C'est aussi vecteur d'idées nouvelles, de regards différents sur le monde. Et c'est aussi par la culture qu'on peut lutter. Et du coup, pour ça, il faut la préserver et aussi mettre en avant les travailleuses de la culture qui tentent de la préserver, qui tentent aussi, en plus de s'engager dans leur travail, ce qui parfois ferme aussi des portes. Et je pense que ces gens-là sont du coup d'autant plus à défendre et à remercier pour ce qu'elles font dans leur travail. Donc voilà, en gros, pour résumer, j'invite des gens que je respecte énormément et que j'admire pour le travail qu'elles font sur le terrain. Et j'aime autant avoir des gens qui sont très installés depuis longtemps dans un milieu que des gens qui viennent de commencer parce que je pense qu'on entend beaucoup des podcasts en fait de grandes stars, etc. Et c'est cool. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que dans la culture, on galère en vrai. On galère tous. Et moi, j'ai envie qu'on parle un peu des vrais gens, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu de nous, quoi. Des gens qui, en ce moment, se bataillent pour gagner leur vie. Et en plus, qui essayent de faire bien les choses et de se battre pour que ce soit un peu plus inclusif, etc. Comme milieu. Donc, merci à toutes et à tous mes invités. Vraiment, je recommande 100% des personnes qui sont passées sur le podcast. Et j'ai trop hâte de vous montrer les prochains parce qu'il y en a beaucoup ces prochains temps. Donc, et les prochaines surtout parce qu'il y a beaucoup plus de femmes en vrai. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et tu me demandes aussi quelle place prend le podcast dans ton activité parmi tout ce que tu fais à côté. Beaucoup trop. J'avais essayé de faire en sorte que ce soit un tiers de mon temps de travail, mais souvent c'est plus entre un tiers et la moitié. En gros, la moitié de mon taf, de mon temps de travail dans une semaine, c'est mes prestats et mon travail de com, etc. pour mes prestats, de photographe et de vidéaste. Et du coup, le tiers, un peu plus du tiers, on va dire, c'est le podcast. Et un tout petit peu à côté, il y a les copaines et le travail militant aussi, mais que je compte moins comme du travail. Par contre, les copaines, je le compte dans mon temps de travail parce que ça prend quand même des heures par semaine. Et du coup, je trouve que c'est important de faire attention à ne pas faire des semaines de 56 heures. Voilà, j'essaye en tout cas. Et on passe à la dernière personne qui m'a posé des questions. Il s'agit de Maëva, une autre Maëva du coup. Comment prépares-tu ton année avec le podcast, que ce soit financier, logistique, invité, etc. Est-ce que tu gardes le même rythme et les mêmes types d'épisodes ? Là, cette année, j'ai eu plein de réflexions. En plus, je pensais peut-être pouvoir toucher du doigt un incubateur, mais je ne l'ai pas eu au final. Et c'est pas très grave. Je vais me débrouiller et faire les choses par moi-même. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent pour cette année. Mais au final, je vais essayer de faire les choses doucement parce que je suis vraiment du genre à me motiver complètement pour un truc et après ramasser parce que c'est beaucoup de temps et de travail et que c'est beaucoup de charges, quoi, tout simplement. Et je pense qu'il faut que je fasse attention à mon temps de travail parce que je travaille pas mal et qu'en plus, avec la montée des luttes, j'ai envie d'être dans toutes les luttes, mais c'est juste pas possible et je me retrouve très vite épuisée. Donc voilà, cette année, comme j'essaye de faire attention à moi, j'essaye de réfréner aussi mes envies. Moi, franchement, si je pouvais, je ferais un épisode par semaine parce que surtout en ce moment, il se passe trop de choses. Mais un épisode par semaine, c'est beaucoup trop de charges et je le sais. Quand je vous dis que c'est à peu près le tiers de mon temps de travail, il faut se dire que du coup, mon podcast, j'y travaille 15 heures par semaine, quoi. Donc, c'est beaucoup. Donc, vous imaginez si c'était toutes les semaines, le podcast, il faudrait compter le double de temps de travail, en gros. Ce serait juste pas possible, quoi. Ce serait presque un temps plein pour faire un podcast par semaine. D'ailleurs, là, je fais 4 épisodes au mois de mars, car c'est l'anniversaire du podcast, et j'ai fait la même chose l'année dernière. Et du coup, je suis têtue et je refais, même si j'ai pas vraiment le temps en soi, mais je le fais, et je le fais avec grand plaisir, parce qu'encore une fois, j'adore ce projet. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a pris un temps fou, et que ça va me prendre un temps fou, parce qu'en vrai, on est début février, et que c'est surtout ce mois-ci où je vais enregistrer
les 4 podcasts de mars. Mais juste trouver 4 invités, c'est pas rien en fait. Surtout quand t'as un podcast qui a pas beaucoup de visibilité, tu peux pas avoir tous les invités facilement, comme tu veux, quoi. Donc, et je comprends, hein, enfin, les gens, ils ont pas le temps et c'est grave ok et normal. Mais du coup, j'ai eu plus de mal parce qu'en plus, tous mes potes, je les ai déjà interviewés. Donc là, je suis contente, c'est vraiment des gens qui... C'est toujours dur de passer de l'étape de « Ok, j'interviewe mes potes » à « Allez, je vais plus loin, chercher des gens ». Et là, je suis vraiment ravie des 4 personnes qui seront sur le podcast en mars. Voilà, je me suis un peu perdue. Mais du coup, voilà, le but, ce serait de garder finalement un épisode toutes les 2 semaines pour l'instant. Et à partir du moment où j'aurai les sous, je rémunérerai des copains monteurs et monteuses pour monter mes épisodes et pouvoir du coup récupérer la moitié de mon temps de travail parce que les 90% du temps c'est du montage que je fais pour le podcast et c'est très long et c'est très galère. Mais tant que j'ai pas d'équipe, je pense quand même du coup garder un épisode par toutes les 2 semaines. Je vous jure que j'ai eu presque l'envie de vous annoncer que j'allais commencer à faire un post par semaine un épisode par semaine à partir de mars justement, de continuer quoi en avril, mai, juin et puis pour toujours. Mais je ne pense pas en vrai, je pense que je vais faire attention à moi et me reposer. On verra bien quand ce sera. Donc voilà, pour les épisodes, on va rester sur la même fréquence. Pour les types d'épisodes, on va rester un peu sur les mêmes principes. J'aime beaucoup le fait d'avoir des épisodes solo. Et j'aime beaucoup le fait de vous parler de plus en plus de politique dedans et j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc je pense que je vais faire de plus en plus d'épisodes solo actu politique de la culture. C'est vrai que c'est des épisodes qui me prennent pas mal de temps parce que j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Du coup, je vais bien chercher mes sources à plusieurs endroits. Je vais essayer de vraiment me renseigner pour pas dire de bêtises, quoi. Et aussi, d'avoir... regarder un peu les avis des artistes, mais aussi des structures, de voir ce qui est possible et pas seulement ce qu'on veut, de ce qui est le plus éthique, de plus machin, enfin de voir un peu les débats autour, parce que c'est vrai qu'il y a pas forcément de consensus des fois, donc c'est compliqué d'essayer de vous trouver des infos qui soient un peu tangibles et vérifiées bien, etc. Ça me tient à cœur et j'adore, donc je pense continuer les actus. En épisode solo, j'adore aussi vous parler de mes expériences et de ce que je pense à travers ça. Je pense aussi continuer à vous laisser les épisodes un peu plus formation, même s'il y en a qui me parlent moins. L'épisode organisation, des trucs comme ça m'a moins parlé honnêtement. J'ai bien aimé vous faire des épisodes sur Etsy, sur les marchés, mais j'ai pas envie de faire un podcast où on peut croire que c'est de la formation entrepreneuriale. Par contre, je trouve que les tips, c'est important de partager notre savoir et d'offrir du coup des savoirs accessibles dans un endroit en plus où on vous le donne pas, le savoir. Enfin, il faut vous débrouiller quoi quand vous faites des marchés de créateurs, quand vous faites des boutiques Etsy. Donc je trouve que ça prend grave son sens de parler de ça. Et voilà, enfin dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de tout ça. Ensuite les épisodes interview, j'adore, enfin vraiment c'est trop cool. Alors ça me prend beaucoup plus de temps parce que normal travailler avec quelqu'un d'autre c'est plus long. Et j'ai envie de continuer à inviter plein d'assos, d'artistes, de structures à venir sur le podcast. Et je pense que c'est trop intéressant d'avoir d'autres points de vue, d'autres façons de voir les choses, etc. Ensuite, les épisodes participatifs, moi, c'est des épisodes qui me tiennent grave à cœur, mais je pense que j'ai pas encore, honnêtement, la communauté nécessaire. À chaque fois, je les lance. Là, j'ai beaucoup relancé ces derniers temps. C'est très compliqué d'avoir des témoignages. Par contre, quand j'en ai, ils sont hyper quali et hyper intéressants, et c'est que des personnes incroyables, donc je suis trop reconnaissante. Mais c'est vrai que pour en avoir suffisamment pour en faire un épisode, c'est pas facile. J'ai essayé plusieurs façons de faire et c'est vrai que voilà, c'est compliqué. Je galère un peu, mais je les laisse quand même parce que j'ai pas envie de lâcher ce truc et je me dis que plus le podcast grandit et plus ce sera simple. Donc je les laisse en ligne. Sachez-le, vous pouvez du coup témoigner par écrit ou à l'oral en étant crédité ou non pour pouvoir passer sur le podcast. Du coup, ça vous prend, on va dire, 5 minutes. Et ensuite, quand j'ai suffisamment de témoignages sur le thème donné, j'en fais un épisode. Donc, je vais lire ou écouter ce que vous m'avez envoyé et puis sûrement réagir dessus et tout. Et ensuite, aussi, j'aimerais peut-être mettre en place un autre concept un peu plus, peut-être débat et table ronde sur des sujets justement sur lesquels on n'est pas forcément hyper
d'accord parfois et c'est grave ok. Mais peut-être aussi du coup inviter des experts pour agrémenter le truc. Bon voilà, j'ai trop d'idées en fait, hein. Moi il faudrait que ce soit un média complet pour pouvoir explorer toutes mes idées. Mais en gros j'aimerais bien avoir aussi des épisodes où je peux inviter des gens qui nous parlent de l'histoire, de la culture, etc. Enfin vraiment des gens qui sont master experts quoi, qui ont aussi travaillé là-dessus sur des aspects historiques et depuis longtemps pour apporter en fait du savoir et pouvoir nous former ensemble sur ces savoirs-là. Je trouverais ça trop intéressant. Et aussi voilà des épisodes table ronde débat. Et d'ailleurs, ah là là, dinguerie, j'ai une personne, je vous dis pas encore son nom parce que je sais pas si ça se fera et tout, mais on m'a proposé une personne incroyable que j'adore qui en ce moment écoute pas mal le podcast. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous, merci de faire potentiellement un épisode live cette année, le premier épisode live. Donc, je vous en reparle très vite dès que je le sais. Mais ce serait incroyable parce que c'est deux personnes que j'estime beaucoup. Et ce serait pour parler d'un thème justement assez... qui fait débat quoi, aussi dans l'art. Et je trouve ça trop trop intéressant. Et du coup, le but ce serait d'en faire une table ronde, de parler entre nous, potentiellement avoir un ou une experte de ce sujet-là. Et en débattre aussi avec les artistes qui seront là. Donc ce sera sur Lyon. Et je vous dirai si ça se fait ou pas. Mais normalement, ça devrait être, on s'est dit, vers mai-juin. Donc on espère, on croise les doigts et on va tout faire pour. Du coup, c'est un peu ça mon année avec le podcast, c'est de continuer à avoir la même régularité, continuer à avoir de plus en plus d'invités dont je partage les valeurs et qui me parlent et qui nous apprennent plein de choses et qui nous font voir aussi leur vision des choses. Et aussi du coup peut-être faire un épisode live et aussi ça va être le gros sujet du podcast cette année. Ça fait longtemps que je vous en parle mais ça y est, je pense que c'est l'année absolument où il faut que je le fasse au vu du temps que ça me prend. C'est que le podcast, je veux qu'il se professionnalise, je veux faire les statuts qu'il faut et les dépôts de marques ou je ne sais quoi qu'il faut pour que le podcast devienne un réel média. C'est un grand mot, mais en vrai, il faut savoir se prendre au sérieux, vous savez quoi. Moi, j'ai vraiment envie que la LAM, ça continue et ça se pérennise. C'est un projet que j'adore faire et voilà, j'ai trop envie que que cette petite envie et ce petit projet que j'ai commencé il y a 2 ans devienne une réelle partie de ma vie. Et ça l'aide déjà, concrètement, au vu du temps que ça me prend, ça l'aide déjà. Et il faut bien vivre. Et je vais pas vous mentir, je suis épuisée. Parce que je suis dans un métier ultra précaire. J'ai la chance d'être dans une famille de classe moyenne à la base qui n'a pas de soucis. Donc je ne me plains pas, je ne suis pas moi précaire. Si je suis dans la merde, on peut m'aider. Mais par contre, je n'en peux plus d'être dans un métier précaire parce que je ne peux pas me projeter dans ma vie, je ne peux pas faire de plans, je ne peux pas louer d'appartement si j'en ai envie de changer d'appart, je ne peux pas faire de prêt, je peux rien, j'ai vraiment le statut le plus claqué au sol de la terre, c'est-à-dire que je suis artiste en auto-entreprise et je travaille dans le secteur culturel, même si j'ai des clients autour, ça ne me permet pas d'être stable. Absolument pas. Vous n'avez qu'à écouter mon épisode bilan 2024, objectif 2025 pour le savoir. Bref, tout ça pour dire que je suis fatiguée et je suis dans une situation très fragile financièrement. En fait, là, en plus, quand on voit l'extrême droite qui monte au pouvoir, et bah, moi, j'ai juste envie aussi d'avoir plus d'appui et de me sentir plus stable pour pouvoir militer aussi. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et du coup, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de commencer à monétiser le podcast et pas seulement attendre de pouvoir mettre les pubs sur les plateformes parce que honnêtement, ça ne viendra pas assez vite du tout. Ça viendra peut-être dans 2 ans, je sais pas. Au vu de comment le podcast se développe, ça va prendre encore beaucoup de temps et je ne peux pas me permettre d'attendre ce temps-là. Donc je vais potentiellement lancer un Tipeee en avril, après les 2 ans, pour fêter la fin de la fête. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue. Je me dis que un Tipeee, ça peut permettre du coup de faire des dons
soit régulier mensuel, soit un seul don une fois. Et que même, je sais que les gens qui m'écoutent sont aussi précaires, donc je n'attends pas à recevoir des milliers des cents, je ne me fais absolument pas d'illusions. J'ai une toute petite communauté, etc. Ça va prendre du temps. Mais même si je gagne 1 € avec ce projet, ce sera 1 €. Imaginons que ça me fasse 5 € par mois, ce sera toujours mieux que 0. Et en fait, dès que je peux commencer à rémunérer mon temps de travail, hein, c'est bête, mais c'est ça. Même si c'est qu'1 heure dans le mois de mon temps de travail qui serait rémunéré, ce sera toujours 1 heure de plus que l'année d'avant. Et voilà, moi j'en ai vraiment besoin pour ma sécurité financière et mentale, etc. Donc je vais commencer à faire ça et je me dis que c'est comme les épisodes participatifs. Au début, ça va flopper, mais il faut savoir flopper en beauté et accepter ça. Et je me dis que plus ça avance, plus ma communauté grandit et le podcast grandit, et plus je pourrais gagner en indépendance tout simplement. Je vais pas vous mentir, le fait d'être militante dans son métier, c'est pas tout le temps rigolo. Déjà que je suis une meuf dans la culture, en photo, MDR, vraiment je sens le poids de mon genre sur mon travail. Je sais que je suis beaucoup moins embauchée par rapport à ça. Et s'exposer publiquement avec des idées politiques quand même affirmées, ça me ferme aussi beaucoup de portes et je le sais, ça m'en ouvre sûrement d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça me fragilise en vrai. C'est plus simple de ne rien dire que de dire. Et du coup, j'ai besoin aussi que du coup, ce projet-là me sécurise autant qu'il me mette en danger. Je sais pas comment vous dire. Après, je prends ça avec des pincettes. Je suis pas non plus hyper radicale sur le front, là, tout de suite devant vous. C'est pas ça, mais c'est genre... je pense que c'est important de rappeler ça et de dire qu'en fait, j'ai aussi besoin de sécurité et d'aide. Voilà, sur ce projet. C'est pour ça que je vous embête souvent à vous dire... qu'il faut, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager le podcast à machin, c'est que les algorithmes sont clairement contre nous, les personnes qui font du travail politique sur les réseaux, parce que ça on le sait, enfin il y a vraiment des clauses qui disent que les contenus politiques sont pas mis en avant. Je vous mettrai des articles qui seront mieux expliqués que moi. Voilà, c'est vraiment pas facile, et du coup je pense que c'est important aussi de tenter de se sécuriser dans nos projets pour pouvoir les mener à bien plus longtemps tout simplement et les faire pérenniser plus longtemps. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec la LAM cette année, c'est de sécuriser mieux le projet et de le professionnaliser pour pouvoir faire en sorte qu'il devienne vraiment pérenne et que je le garde toute ma life, parce que pour l'instant j'ai envie de le garder et je pense, au vu de ce qu'on a vu début 2025 dans la culture, qu'on en a besoin de parler de conditions de travail dans la culture. Donc voilà, je garde espoir, j'ai vraiment espoir et j'ai vraiment envie que ça continue. Mais pour ça, j'aimerais bien commencer à gagner un peu d'argent avec pour pouvoir passer du temps dessus et autant de temps dessus chaque semaine. Voilà, donc je ne vous forcerai bien sûr jamais à me donner quoi que ce soit. Mais par contre, je vous inviterai à aller sur mon Tipeee, aller vous renseigner. Et si jamais vous avez la possibilité même de donner 2 €, ce sera déjà incroyable. J'ai pris énormément de temps à assumer ça, de demander de l'aide et des sous. Enfin, faut se sentir légitime à le faire quand même, c'est pas facile. Mais honnêtement, j'essaye de, encore une fois, m'assumer de plus en plus et me lâcher la grappe et me dire que franchement, j'ai fait 50 épisodes, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, de 1h30 chacun, pratiquement. C'est beaucoup, beaucoup de temps de travail et il serait temps aussi que je m'assume et que j'accepte le fait que c'est bien. Je fais un bon projet, il tient la route. Et voilà, si jamais vous avez envie de m'aider et de le soutenir, vous pourrez bientôt. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours dessus d'ailleurs, si vous avez des plateformes que vous préférez à d'autres. Ce que vous en pensez. J'ai beaucoup hésité entre Patreon et Tipeee, mais j'ai pas envie en fait de faire encore du contenu en plus, j'ai juste pas le temps. Et Patreon, c'est vrai que ça demande quand même de faire du contenu encore supplémentaire. Mais n'hésitez pas vraiment à me donner vos retours parce que ça m'importe. Voilà, le but c'est que ça vous plaise, le but c'est que ça vous parle et que ça reste dans des valeurs qui nous sont à peu près quand même communes. Et Tipeee, je l'ai beaucoup vu sur du média militant, donc je me dis que ça peut être le bon endroit. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos retours et aussi à me dire est-ce que vous seriez prêt à soutenir, même si c'est que quelques euros une fois, ce serait déjà énorme. Qu'en pensez-vous ? Je suis là pour écouter. Et en fait, cette année, je vais aussi partir dans d'autres villes, comme je l'ai fait l'année dernière, mais plus
pour enregistrer des épisodes avec des artistes qui ne sont pas lyonnais ni parisiens. Mais voilà, cette année, j'ai déjà un épisode de prévu à Toulon et également d'autres dans d'autres villes, mais je vous tease un peu, voilà. Et pareil, l'épisode live, je vais rémunérer mon ingé son, bien sûr. Donc, en fait, j'ai envie que aussi je puisse au moins ne pas prendre de ma poche pour faire ça. Et du coup, le Tipeee, voilà, ça me permettrait peut-être à un moment de me payer mes heures, mais aussi et surtout déjà de payer le matériel, rembourser le matériel que j'ai déjà acheté et de payer les déplacements. Ce serait incroyable. Donc voilà. C'est la fin de la FAQ. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Merci à celles qui m'ont posé des questions d'ailleurs. C'est trop chouette de voir que vous participez et ça me fait trop plaisir. J'espère que le podcast vous plaît. Voilà, vraiment, le but c'est que ça vous plaise et ce podcast, je le fais pour vous. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ces 2 ans de podcast. Si vous avez vu des choses qui ont évolué ou des choses qui stagnent un peu, que vous aimeriez voir changer, si vous avez des tips, des astuces, des envies pour la suite, vraiment, sachez que toute l'année, je suis là, en commentaire, en DM aussi. Alors, je suis un peu plus nulle pour les DM, je prends un peu plus de temps. Mais vraiment, le but, c'est que vous sachiez que moi, je fais un podcast pas pour moi seulement, je fais aussi un podcast pour que ça parle aux gens qui l'écoutent. Donc n'hésitez vraiment pas à me donner vos retours si vous en avez. C'est toujours un plaisir de vous lire et vous êtes hyper bienveillants et bienveillantes à chaque fois. Et je tiens à vous remercier pour voilà, tous les gens qui me suivent vraiment depuis longtemps, certains. Donc vraiment merci à vous. Et puis je suis heureuse de vous dire que normalement, les 4 épisodes de mars devraient tenir la route. Alors ce ne sera pas forcément 4 invités. En fait, j'en ai 6 ou 7 là d'invités où on sait qu'on va le faire, mais en fait les dispos sont vraiment pas les mêmes. Je sais que j'aurai sur 2 invités en mars, peut-être 3, peut-être 4, on verra. Sinon, ce sera avec aussi des épisodes solo ou des épisodes participatifs, notamment sur des questions de la culture début 2025. On va parler de continuité de revenus, de la TVA à 25 000 euros de CA pour les auto-entreprises. Qu'en est-il ? Les baisses de budget. Non, mais il y a beaucoup de choses à voir en vrai, ça va être intéressant. Malheureusement, j'aimerais que ce ne soit pas le cas, mais voilà. Et puis, je vous remercie beaucoup et je vous dis, eh bien, à bientôt pour le mois de mars qui signera les 2 ans du podcast et le 50e épisode de la lame. C'est un anniversaire de fou, donc je suis trop contente. Et je vous dis plein de bonnes choses pour vos projets et à très bientôt.